Le café embaumait la cannelle et le pain frais. Des odeurs presque aussi précieuses que l'or dans la petite ville de Cottonwood. Lucie essuyait le comptoir d'un geste lent et mesuré, son chiffon blanc glissant sur le bois sombre poli jusqu'à l'éclat. Dehors, le vent de novembre chassait les feuilles jaunes le long de la rue principale et soulevait haut la poussière, cette même poussière qui s'incrustait dans les vêtements, les cheveux et la peau de tous ceux qui vivaient ici. Mais à l'intérieur de son établissement, il faisait chaud. Le poêle dans un coin crépitait, projetant des reflets orangés sur les murs et sur les tables. Des tasses en terre cuite laissaient échapper la vapeur d'un café fumant. Lucie leva les yeux vers l'horloge au-dessus de la porte. 8h30. Bientôt arriveraient les ouvriers de la scierie, les fermiers venus vendre leur dernière récolte sur marché, et le vieux Josh, qui chaque matin commandait des œufs au bacon, en racontant les mêmes histoires du temps de la ruée vers l'or. Elle aimait cette prévisibilité. Elle aimait voir les gens entrer, ôter leur chapeau, lui adresser un signe de tête respectueux et s'asseoir, sachant qu'ici, on les nourrirait à satiété, et que même sans argent, ils ne repartiraient pas le ventre vide. Elle n'exigeait jamais d'être payée d'avance. Jamais elle ne chassait ceux qui ne pouvaient pas régler leurs notes immédiatement. Et tout le monde, à Cottonwood, le savait. La porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer une bourrasque d'air froid et deux hommes vêtus de vestes en cuir usé. Sam Carter et son frère Will, qui travaillaient au ranch des Mackenzie, à 5 miles à l'ouest de la ville. Lucie leur fit un signe de tête, et ils s'installèrent à une table près de la fenêtre, jetant leurs chapeaux sur les chaises voisines. « Bonjour, mademoiselle Lucie », dit Sam en souriant, ce qui creusa les rides au coin de ses yeux. Il faisait partie de ces hommes qui souriaient rarement, mais toujours sincèrement. Ça sent à damner un saint par ici. « Un café et quelque chose de chaud ?» demanda-t-elle en s'approchant avec son carnet, bien qu'elle sût parfaitement ce qu'ils allaient y commander. C'était toujours la même chose. « Oui, madame. Et s'il vous reste un morceau de cette tarte aux pommes d'hier ?» Will parlait lentement, en étirant les mots, comme le faisaient tous les cow-boys qui avaient passé trop de temps seuls avec leurs chevaux et le silence de la prairie. « Il en reste, » nota Lucie avant de se tourner vers la cuisine. Mais Sam la rappela. « Mademoiselle Lucie », hésita-t-il en triturant le coin d'une serviette. « On voulait juste vous dire, si vous avez besoin d'aide pour le bois de chauffage cet hiver ou pour autre chose, n'hésitez pas. Will est censé qu'il y a des mosquées, on s'en occupera. » Elle s'arrêta, sentant une douce chaleur l'envahir. Ces gens, presque tous ceux qui fréquentaient son café, la traitaient comme si elle faisait partie de leur grande famille à disparate. Comme si rien ne s'était passé un an plus tôt. Comme si on ne l'avait pas jetée dehors en pleine nuit de décembre, sans un sou et sans toit. « Merci, » dit-elle doucement. « Mais tout va bien, vraiment. » Elle partit en cuisine, où un ragoût mijotait sur le feu, et des petits pains finissaient de dorer au four. Elle prit 2 assiettes, y disposa les œufs, le bacon, ajouta des haricots au four et des toasts. Le travail l'apaisait. Les gestes de ses mains, le grésillement de l'huile dans la poêle, le cliquetis de la vaisselle, tout cela était réel, tangible. Tout cela, elle l'avait créé elle-même, de ses propres mains, sans l'aide de personne. Quand elle revint dans la salle avec son plateau, Josh était déjà là, ainsi que Madame Hanson, la veuve qui tenait l'atelier de couture à l'angle de Main Street et d'Oak Avenue. Lucie servit les commandes, versa plus de café, en prit de nouvelles. La matinée s'écoulait paisiblement, comme toujours. Et si la porte ne s'était pas ouverte de nouveau pour le laisser entrer, tout aurait été parfait. Tyler. Son pas était assuré, presque provoquant. Il traversa la salle, effleurant le dossier d'une chaise du pan de son long manteau noir, et s'assit à une table contre le mur opposé. Il retira son chapeau, le posa à côté de lui, et passa une main dans ses cheveux sombres pour les dégager de son front. Il devait avoir environ 35 ans, mais il paraissait en avoir vécu bien plus. La fatigue se lisait dans les lignes droites de son visage,
dans la façon dont il serrait la mâchoire en regardant par la fenêtre. Lucie se figea derrière le comptoir, la cafetière à la main. Les conversations s'éteignirent. Pas brusquement, mais tout le monde avait remarqué. Josh cessa de raconter comment il avait trouvé une pépite de la taille d'un poing de bébé. Madame Hanson fixa son assiette comme si quelque chose de très important y était écrit. Même les frères Carter se turent. Tyler leva les yeux et croisa son regard. Gris, froid comme un ciel d'hiver sur la prairie. Autrefois, elle avait cru y déceler autre chose, une chaleur cachée au plus profond. Elle savait maintenant qu'elle s'était trompée. Il attendait. Simplement assis, il attendait, sans la quitter des yeux. Lucie posa la cafetière sur le comptoir et s'essuya les mains sur son tablier. Puis, lentement, très lentement, elle traversa la salle et s'arrêta près de sa table. Pas trop près. Assez pour parler sans élever la voix, mais pas assez pour donner l'impression qu'elle était venue de son plein gré. « Nous devons parler », dit-il d'une voix basse et calme. « Non », répondit-elle. « Nous n'avons pas à le faire. »« Lucie ?»« Mademoiselle Collins », le corrigea-t-elle. « Pour vous, c'est Mademoiselle Collins. » Sa mâchoire se contracta. Il expira, le regard perdu au loin, puis le ramena sur elle. « Je voudrais commander un petit déjeuner. Et le café ne vous sert pas. Pourquoi ?» La question était posée comme s'il ne comprenait vraiment pas. Comme si tout ce qui s'était passé 1 an plus tôt avait été effacé de sa mémoire. Tel un trait de craie sur un tableau noir. Lucie sentit quelque chose se nouer en elle. Ni colère, ni ressentiment, mais quelque chose de plus froid, de plus dur. « Parce que c'est mon établissement, dit-elle doucement. Mais chaque mot était si distinct que toute la salle l'entendit. Et c'est moi qui décide qui je nourris ici. Tu nourris mes hommes, fit-il remarquer en désignant les frères Carter. Gratuitement, si j'ai bien entendu. Vos anciens hommes, précisa-t-elle. Ils ne travaillent plus pour vous. Ils sont chez Mackenzie maintenant. Eh oui, je les nourris. Ils le méritent. Tyler se tut. Pendant quelques secondes, il la dévisagea. Et Lucie ne parvenait pas à deviner ce qui se passait dans sa tête. Peut-être était-il en colère, peut-être juste surpris, ou peut-être que tout lui était égal. « Lucie » dit-il, et sa voix portait une nuance à laquelle elle ne s'attendait pas. De la lassitude. « Je ne suis pas venu pour ça, je veux juste un petit déjeuner et une tasse de café. Je paierai. »« Sortez, » dit-elle. « S'il vous plaît. » Il se leva, lentement comme si chaque mouvement lui coûtait un effort. Il prit son chapeau, le mit, en abaissant le bord si bas que la moitié de son visage se retrouva dans l'ombre. Et il sortit. La porte se referma derrière lui avec un bruit sourd, et le vent s'engouffra de nouveau, apportant une odeur de poussière et de froid. Lucie resta debout au milieu de la salle, sentant tous les regards ou sur elle. Mais personne ne dit rien. Josh toussota et reprit son histoire. Madame Hanson replongea sa fourchette dans son assiette. Will Carter demanda à voix basse à son frère s'il n'était pas temps de rentrer au ranch. Tout était revenu à la normale. Mais Lucie ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé, que cette visite n'était qu'un début. Elle retourna derrière le comptoir, prit la cafetière et alla resservir les clients, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle serra les doigts plus fort pour que cela ne se voie pas. Il ne fallait pas montrer de faiblesse. Jamais. Surtout maintenant qu'elle avait enfin prouvé à tous qu'elle pouvait survivre sans la pitié de personne. Le soir, quand le dernier client fut parti, qu'elle eut lavé la vaisselle, essuyé les tables et balayé le sol, Lucie verrouilla la porte et monta le petit escalier menant à sa chambre au-dessus du café. La pièce était petite, un lit, une commode, une chaise près de la fenêtre et une bassine dans un coin. Mais c'était à elle, uniquement à elle. Elle s'assit sur le bord du lit et retira ses chaussures, massant ses pieds fatigués. Dehors, la nuit était tombée, et la rue était presque déserte.
Seule la lanterne d'un passant occasionnel oscillait dans l'obscurité comme une luciole. Lucy ferma les yeux et se laissa envahir par les souvenirs. 1 an plus tôt, décembre, le ranch des McCarthy où travaillait Tyler. Elle était alors servante dans la maison du vieux McCarthy, un riche éleveur qui possédait la moitié des terres autour de Cottonwood. On lui avait attribué une petite chambre au rez-de-chaussée, près de la cuisine, avec pour tâche de laver, cuisiner, faire la lessive, nettoyer. Elle ne se plaignait pas. Le travail était dur mais stable, et la paix, modeste mais suffisante. Elle mettait de côté chaque centime, rêvant d'ouvrir un jour sa propre affaire. Un petit restaurant peut-être, ou une boutique, quelque chose à elle. Tyler était le régisseur du ranch, le bras droit de McCarthy. Il supervisait tout, les cow-boys, le bétail, les livraisons, l'argent. Tout le monde le respectait, le craignait un peu aussi. Il était strict mais juste. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Ils se parlaient rarement. Il venait à la maison pour discuter affaires avec McCarthy, et Lucy servait le café, le dîner, tout ce qu'il fallait. Parfois, il la remerciait. Parfois, il hochait la tête. Parfois, leurs regards se croisaient, et elle remarquait la façon dont il la fixait, longuement, pensivement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose. Une nuit, alors que tout le monde dormait, elle descendit à la cuisine pour boire de l'eau et le trouva là. Il était assis à table avec une bouteille de whisky, mais ne buvait pas. Il tenait simplement son verre à la main et regardait le feu dans le poêle. « Pardon, dit-elle, voulant repartir, mais il l'arrêta. « Restez, dit-il, je n'arrive pas à dormir. » Elle s'assit en face de lui, les mains sur les genoux. Ils restèrent silencieux quelques minutes. Lucy n'entendant que le crépitement du bois dans le poêle et le tic-tac de l'horloge murale. « Pourquoi travaillez-vous ici » demanda-t-il soudain. « J'ai besoin d'argent, » répondit-elle simplement. « Pourquoi faire ? Pour l'avenir. Un jour je veux partir d'ici, ouvrir ma propre affaire, vivre comme je l'entends. » Il la regarda et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à du respect, ou de la tristesse. Elle n'en était pas sûre. « C'est un beau rêve, » dit-il. « Accrochez-vous-y. » Après cette nuit, ils commencèrent à se parler plus souvent. De brèves conversations, dans la cuisine, dans la cour, quand il passait. Il lui parlait du ranch, des problèmes avec le troupeau, de la difficulté de tout contrôler. Elle lui racontait des broutilles, comment Madame McCarthy aimait son thé à une température précise, comment le chat du cuisinier avait volé un morceau de jambon et qu'on avait mis 1 heure à l'attraper. C'était agréable, normal, presque amical. Et puis tout s'est effondré. Lucy ouvrit les yeux, fixant l'obscurité de la chambre. Les souvenirs affluaient, et elle ne pouvait les arrêter. La bague, cette maudite bague en or avec un rubis appartenant à Madame McCarthy. Elle avait disparu de sa boîte à bijoux, et la vieille femme avait poussé de tels cris que toute la maison avait accouru. On avait aligné les domestiques, fouillé les chambres, et la bague fut retrouvée, dans sa chambre, sous son matelas. Lucy se souvenait être restée là, dans le salon, face à McCarthy, sa femme, Tyler et quelques autres, à regarder cette bague posée sur la table. Elle ne comprenait pas, ne pouvait pas comprendre. Elle ne l'avait pas prise, jamais. Elle n'entrait même pas dans la chambre de Madame McCarthy sans permission. « Je ne l'ai pas prise, » dit-elle, sa voix tremblant malgré ses efforts pour rester calme. « Je jure que je n'ai pas pris cette bague. Quelqu'un l'a mise là. » Madame McCarthy la regardait avec mépris. McCarthy restait silencieux, le visage de pierre. Et Tyler se tenait à l'écart, les bras croisés sur la poitrine. Son regard était vide. Tyler se tourna-t-elle vers lui, car il était le seul qui, pensait-elle, pouvait la croire. « Dis-leur. Tu sais bien que je ne suis pas comme ça. Je n'aurai jamais. »« Je ne sais rien, » l'interrompit-elle, la voix froide comme la glace. « La bague
a été trouvée chez toi. Les faits parlent d'eux-mêmes. Mais je ne l'avais pas prise. Sa voix se brisa en un cri, et elle se détesta pour ça. S'il te plaît, crois-moi. Il garda le silence. Il se tenait là, silencieux, et ce silence était plus douloureux que n'importe quel mot. Hors d'ici, dit McCarthy. Maintenant, prends-en tes affaires et pars. Nous ne voulons pas mêler les autorités à ça, mais si nous te revoyons ici, nous préviendrons le shérif. Dehors, il gelait. C'était la nuit. La neige tombait à gros flocons, et elle marchait sur la route menant à la ville, un baluchon à la main, sentant le froid s'infiltrer sous ses vêtements, ses pieds gelants dans ses fines chaussures. Elle aurait pu mourir cette nuit-là, facilement. Mais elle n'est pas morte. Lucie se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, c'était la nuit, les étoiles et une rue déserte. Quelque part là-bas, dans l'obscurité, il y avait lui, Tyler, l'homme qui ne l'avait pas cru, qui l'avait trahi. Elle posa la paume de sa main sur la vitre froide et ferma les yeux. Non, elle n'était pas morte cette nuit-là. Elle avait survécu. Et maintenant, elle était plus forte. Les 3 jours suivants, Tyler ne se montra pas. Lucie travailla comme à son habitude. Levée avant l'aube, elle allumait le poêle, pétrissait la pâte à pain, préparait le café. Les odeurs remplissaient donc le café avant même que les premiers rayons du soleil ne perçant les rideaux des fenêtres. Elle aimait ce moment de calme, la pénombre, le sentiment que le monde entier dormait encore tandis qu'elle était déjà là, à créer quelque chose de ses propres mains. Les clients allaient et venaient, fermiers, marchands, cow-boys des ranchs environnants. Le vieux MacGregor, le forgeron, commandait une double portion de tout et mangeait lentement, méthodiquement, en buvant un thé fort. Un jeune couple, Tommy et Ella Wright, venait le samedi et s'asseyait près de la fenêtre, se tenant la main et se souriant comme s'ils étaient seuls au monde. Lucie les observait dans songeant qu'autrefois, elle aussi avait cru à ce genre de choses, cru qu'il pouvait exister quelqu'un qui ne la trahirait pas. Maintenant, elle savait mieux. Le samedi soir, alors qu'elle fermait le café, Madame Hanson s'approcha d'elle. La vieille femme enroula son châle autour de ses épaules et s'arrêta au comptoir, regardant Lucie avec l'expression de ceux qui s'apprêtent à dire quelque chose d'important. « Ma chère, commença-t-elle, je voulais vous parler de ce qui s'est passé lundi, quand il est venu. » Lucie essuyait la dernière assiette sans lever les yeux. « Tout va bien, ma Madame Hanson, vraiment. Et non, tout ne va pas bien ?» La femme secoua la tête, et les boucles grises qui s'échappaient de son bonnet se balancèrent. « Toute la ville en parle. Certains pensent que vous avez bien fait. D'autres, qu'il aurait fallu lui laisser une chance de s'expliquer. Et vous, qu'en pensez-vous » Lucie la regarda enfin. Madame Hanson resta silencieuse, examinant le motif de son châle. « Je pense que vous avez traversé l'enfer et que vous avez survécu. Je pense que vous avez le droit de décider qui vous laissez entrer dans votre établissement. Mais je pense aussi que les gens changent, ma chère. Parfois, ils prennent sain conscience de leurs erreurs. Il n'est pas de cela. » Lucie posa l'assiette sur l'étagère et se tourna vers la femme. « Tyler McCarthy ne reconnaît pas ses erreurs. Il a toujours raison. C'est ce qu'il croit. » « McCarthy ?» Madame Hanson haussa les sourcils. Surprise. « Ma petite, il ne s'appelle plus McCarthy. Il a pris le nom de sa mère, après que le vieux l'a mise à la porte. Maintenant, c'est Hunter. Tyler Hunter. » Lucie se figea. Cette nouvelle était inattendue. Tyler avait toujours été si fier d'être le fils de James McCarthy, même s'il était illégitime. Le vieil homme l'avait reconnu, lui avait donné du travail, lui avait confié la gestion du ranch. Pourquoi aurait-il soudainement renoncé à ce nom? « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle doucement. « Personne ne le sait vraiment, Madame Hanson haussa les épaules. On dit qu'ils se sont disputés au printemps et que le vieux l'a chassé. Tyler est parti pendant plusieurs mois. Il n'est revenu qu'en septembre, a acheté un petit ranch à l'est de la vallée. Il y travaille seul, n'embauche presque personne. Il vit comme un ermite. » Lucie garda le silence, digérant l'information.
Tyler aussi avait donc tout perdu. Peut-être pas comme elle, pas en une seule nuit, mais quand même. Il n'était plus le régisseur, plus le bras droit de l'homme le plus riche du comté. Il n'était plus personne. Curieusement, cette pensée ne lui apporta aucune satisfaction. « Bon, je m'en vais », Madame Hanson se dirigea vers la porte, mais se retourna sur le seuil. « Souvenez-vous juste d'une chose, Lucy. La vengeance est peut-être douce, mais elle ne réchauffe pas les nuits. C'est le pardon qui apporte la paix. » Quand la porte se referma derrière la femme, Lucy resta debout dans la salle vide, écoutant le crépitement du poêle dans le coin. Le pardon, facile à dire pour ceux qui n'ont pas été jetés à la rue par une nuit d'hiver, pour ceux qui n'ont pas été trahis par les gens en qui ils avaient confiance. Elle éteignit les lampes une par une et monta dans sa chambre. La lumière de la lune filtrait par la fenêtre, traçant des bandes argentées sur le plancher. Lucy s'allongea sur le lit, tout habillée, et fixa le plafond. Les souvenirs revinrent, mais cette fois, elle n'essaya pas de les arrêter. Cet hiver-là avait été le plus dur de sa vie. Après avoir été chassée du ranch McCarthy, elle avait atteint Cottonwood, manquant de mourir de froid en chemin. Elle avait frappé à la première maison qu'elle avait vue, celle du docteur Wells. Le vieil homme avait ouvert, l'avait regardée, bleue de froid, tremblante, et l'avait laissée entrer sans poser de questions. Il lui avait donné du thé chaud, l'avait nourrie, lui avait permis de passer la nuit sur le divan de son cabinet. Le matin, elle lui avait tout raconté, la bague, l'accusation, son renvoi. Le docteur Wells avait écouté en silence, hochant la tête, et quand elle eut fini, il ne dit qu'une chose. « Je vous crois. » 3 mots, mais il signifiait tout. Il lui permit de rester, lui offrit du travail, l'aider au cabinet, nettoyer, laver les bandages, préparer les remèdes. Il la payait peu, mais lui offrait un toit et de la nourriture. Lucy lui en était reconnaissante. Elle travaillait sans relâche, apprenant tout ce qu'il lui montrait, et peu à peu, les habitants de la ville commencèrent à la connaître. Le docteur ne raconta à personne pourquoi elle était arrivée à Cottonwood. Il disait seulement qu'elle était son assistante, une bonne fille, travailleuse. Les gens le croyaient. À Cottonwood, le docteur Wells était aussi respecté que le prêtre, peut-être même plus. Il sauvait des vies, soignait les blessures, mettait au monde des enfants. Sa parole avait du poids, mais les rumeurs finirent par filtrer. Un des cow-boys du ranch McCarthy raconta au saloon l'histoire du vol de la bague, de la servante surprise et renvoyée. Il ne donna pas de nom, mais la ville était petite. Tout le monde comprit vite de qui il s'agissait. Certains la regardèrent avec réprobation, d'autres avec curiosité, et d'autres encore, comme Madame Hanson ou Sam Carter, avec compassion. Ils ne croyaient pas aux rumeurs, ou ne voulaient pas y croire. Au printemps, le docteur Wells tomba malade. Une grippe qui se transforma en pneumonie, et malgré tous les soins de Lucy, il s'affaiblissait de jour en jour. Avant de mourir, il l'appela à son chevet, lui prit la main et dit d'une voix rauque, à peine audible, « Je te laisse la maison, Lucy. Vends-la. Construis ce dont tu as toujours rêvé. Tu mérites ta place dans ce monde. » Elle pleura ce jour-là. Pleura comme elle n'avait même pas pleuré la nuit de son renvoi. Parce que le docteur Wells était la seule personne à l'avoir crue sans preuve, à avoir vu en elle non pas une voleuse, mais simplement une jeune femme en difficulté. Après sa mort, elle vendit la maison à un couple d'enseignants venus ouvrir une école à Cottonwood. La somme n'était pas énorme, mais suffisante. Elle trouva un local vide sur la rue principale, un ancien entrepôt abandonné depuis plusieurs années. Les fenêtres étaient brisées, le toit fuyait, le plancher s'effondrait par endroits. Mais Lucy y vit une opportunité. Elle engagea un charpentier pour réparer le toit et le plancher. Elle-même lava les vitres, chola les murs, fabriqua des tables et des chaises, avec des planches achetées pour une bouchée de pain à la scierie. Elle cousit des rideaux avec de vieux draps que Madame Hanson lui avait donnés. Elle acheta la vaisselle assiette par assiette dans les ventes et les brocantes. Quand elle ouvrit enfin son café, beaucoup en ville ne lui donnaient pas plus d'1 mois.
Une femme seule, sans famille, sans relation, avec une réputation de voleuse, que pouvait-elle faire? Mais Lucie cuisinait comme si sa vie en dépendait, parce que c'était le cas. Elle préparait les plats que sa mère lui avait appris, simples, copieux, savoureux. Tourtes à la viande, rôtis, ragoûts, pain frais, tartes aux pommes et aux cerises. Et elle s'était toujours, toujours honnête. Elle ne gonflait jamais les prix, ne trichait pas sur les portions, ne refusait jamais de servir ceux qui ne pouvaient pas payer tout de suite. Peu à peu, les gens commencèrent à venir. D'abord par curiosité, puis parce que la nourriture était bonne, et enfin parce qu'il y faisait chaud, que c'était accueillant et que ça sentait toujours la maison. Et quand elle vit Sam et Will Carter, les anciens cow-boys de Tyler qui avaient quitté le ranch McCarthy après une dispute avec le vieil homme, elle prit une décision. Elle les nourrirait gratuitement. Tous ceux qui avaient un jour travaillé pour McCarthy et que lui ou Tyler avaient blessé, utilisé, jeté. Ce n'était pas de la vengeance, c'était une déclaration. Elle était plus forte, plus généreuse, meilleure que ceux qui l'avaient brisée. Lucie fut réveillée par des coups à la porte. Sec, insistant. Elle sauta du lit, le cœur battant. Dehors, il faisait noir, la nuit profonde, peut-être 1 ou 2 heures du matin. Kidnap. Qui pouvait frapper à 1 heure pareille? Elle descendit, une lampe à pétrole à la main, et s'approcha de la porte. « Qui est là ?» demanda-t-elle sans ouvrir le verrou. « C'est Tommy Wright, mademoiselle Collins. Ouvrez, s'il vous plaît. Ma femme ne se sent pas bien. » Lucie ouvrit rapidement. Sur le seuil se tenait le jeune homme qu'elle avait vu au café quelques jours plus tôt. Son visage était pâle, ses yeux écarquillés par la peur. « Qu'est-ce qui se passe? Elle a une hémorragie. Elle est enceinte, nous ne le savions pas. Et maintenant elle est perdre le bébé. Le docteur n'est pas en ville, il est parti à Middleton pour 3 jours. Je ne sais pas quoi faire. On dit que vous aidiez le vieux docteur Wells, peut-être que vous savez. » Lucie n'hésita pas. Elle attrapa un châle, le jeta sur ses épaules et sortit en courant derrière Tommy. Le vent glacial de novembre lui fouetta le visage, mais elle n'y prêta pas attention. Ils coururent presque dans les rues désertes, leurs pas résonnant lourdement dans le silence. La maison des Wright était petite, à la périphérie de la ville. Une lampe brûlait à l'intérieur et Lucie vitait là, allongée sur le lit. La jeune femme était pâle comme un linge, sa chemise de nuit tachée de sang. Elle respirait rapidement, superficiellement, et ses lèvres étaient bleuâtres. Et là, Lucie s'approcha du lit, prit la main de la jeune femme. « Je suis là. Tout va bien se passer. » Elle n'était pas sûre que ce soit vrai, mais elle parlait avec assurance et calme. Le docteur Wells lui avait appris que dans de telles situations, le plus important était de ne pas paniquer. La panique tue plus vite que la maladie. Lucie examina Ella, se remémorant tout ce que le docteur lui avait enseigné. Elle vérifia son pouls, faible mais régulier. L'hémorragie était importante, mais pas au point d'être mortelle. Pour l'instant. « Tommy, apportez de l'eau propre et toutes les serviettes que vous avez » ordonna-t-elle. « Vite !» Il se précipita pour obéir, et Lucie resta avec Ella. Elle lui parlait doucement, de manière apaisante, en lui tenant la main. Elle fit tout ce qu'elle put pour arrêter l'hémorragie, utilisant les herbes et les connaissances qu'elle avait acquises pendant ses mois de travail avec le docteur. Les heures s'écoulèrent lentement. Lucie ne quitta pas le chevet d'Ella, changeant les compresses, lui faisant boire des décoctions. Tommy était assis dans un coin, la tête entre les mains, priant, ou pleurant, ou les deux. Quand les premières lueurs de l'aube percèrent en la fenêtre, Ella ouvrit les yeux. L'hémorragie s'était arrêtée. Elle était faible, mais vivante. « Merci, » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. « Merci. » Lucie sourit, sentant la fatigue s'abattre sur elle comme une chape de plomb. Elle n'avait presque pas dormi de la nuit, mais peu importait. Ella était vivante.
Le bébé n'avait pas pu être sauvé, mais la jeune femme, elle, survivrait. « Reposez-vous, » dit Lucy, « et pas de gros travaux pendant 2 semaines. Vous m'entendez? Le lit et le repos, c'est tout. » Tommy la raccompagna jusqu'à la porte et, avant qu'elle ne parte, il dit « Mademoiselle Collins, j'ai entendu les rumeurs à votre sujet. Sur ce qui s'est passé au ranch, je n'y ai jamais cru. Et maintenant, je sais que j'avais raison. Vous êtes une bonne personne, la meilleure que j'ai jamais rencontrée. » Lucy ne sut que répondre. Elle se contenta de hocher la tête et sortit dans la rue. La ville se réveillait. Quelqu'un ouvrait des volets, un autre sortait avec des seaux pour aller chercher de l'eau. Les chevaux renâclaient dans les enclos. Les coqs chantaient. Une matinée ordinaire. Mais pour Lucy, elle était différente. Elle sentait que quelque chose avait changé. Peut-être s'était-elle prouvé quelque chose à elle-même, ou à la ville, ou simplement au monde. Elle marchait le long de la rue principale, quand soudain, elle le vit. Tyler. Il se tenait près de son cheval, attaché à un poteau devant le magasin, et la regardait. Leurs regards se croisèrent, et Lucy s'arrêta. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Les yeux rouges, une barbe naissante, les vêtements froissés. Il se tenait là, s'appuyant sur sa selle, et la regardait comme s'il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Lucy passa devant lui, sans un mot, sans un regard de plus. Elle passa simplement, comme s'il n'était pas là. Mais elle sentit son regard dans son dos tout le long du chemin jusqu'au café. L'histoire de la façon dont Lucy avait sauvé Ella Wright se répandit dans la ville plus vite qu'un feu de prairie. À midi, tout Cottonwood était au courant. Le soir, les gens venaient au café non seulement pour manger, mais aussi pour lui serrer la main, la remercier, lui dire un mot gentil. Madame Hanson apporta une écharpe tricotée, un cadeau, dit-elle, pour sa bonté. MacGregor, le forgeron, proposa de réparer gratuitement tout ce qui se casserait dans le café pour l'année à venir. Même le prêtre, le père Michael, passa et récita une courte prière de bénédiction sur son établissement. Lucy n'était pas habituée à une telle attention. Elle remerciait, souriait, mais ressentait un étrange vide à l'intérieur. Ces gens la félicitaient pour avoir fait ce qu'elle jugeait juste. Mais un an plus tôt, aucun d'eux ne l'avait défendue lorsque McCarthy et Tyler l'avaient enjetée à la rue. Personne n'avait mis en doute l'accusation. Seul le docteur Wells l'avait cru. Elle ne leur en voulait pas. Elle comprenait que dans une petite ville, la parole d'un riche éleveur de bétail pesait plus que celle d'une servante. Mais elle ne pouvait pas oublier. Mercredi soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de bandes oranges et roses, un homme que Lucy n'avait pas vu depuis 1 an entra dans le café. Cole Danvers. C'était que le shérif de Cottonwood, un homme grand et large d'épaules d'environ 45 ans, avec des moustaches grisonnantes et une étoile sur la poitrine qui brillait à la lueur des lampes à pétrole. « Mademoiselle Collins, dit-il en retirant son chapeau et en s'arrêtant au comptoir. Puis-je vous parler 1 minute ?» Lucy s'essuya les mains sur son tablier et hocha la tête. Il n'y avait personne dans la salle. Le dernier client était parti 1 demi-heure plus tôt, et elle s'apprêtait à fermer. « Bien sûr, il y a un problème. » « Non, rien de grave. » Il passa une main sur ses moustaches, un geste nerveux et inhabituel pour lui. « Je voulais juste parler de ce qui s'est passé il y a un an. » Lucy se tendit. Elle ne s'attendait pas à cette conversation. Pas maintenant, pas de sa part. « Shérif, je ne vois pas l'intérêt de remuer le passé. » Parce qu'il ne me laisse pas en paix, il la regarda dans les yeux, et son regard avait une sincérité difficile à feindre. « Je n'ai rien fait à l'époque. McCarthy a dit qu'il ne porterait pas plainte, qu'il se contenterait de vous renvoyer. Et j'ai accepté. Je n'ai pas cherché plus loin, je n'ai pas posé de questions, parce que c'était plus simple, pour tout le monde. » Lucy garda le silence.
Quelque chose se serrait en elle, une vieille douleur remontant à la surface, comme les débris du fond d'une rivière après une tempête. « Mais je vous ai vu depuis, » continua Danvers. « J'ai vu comment vous avez travaillé, comment vous avez construit tout ça. J'ai vu comment vous aidez les gens, et j'ai compris que je m'étais trompé. Et à l'époque, il y a 1 an, j'aurais dû enquêter, mener une investigation, au lieu de croire un riche sur parole. »« Vous avez raison, » dit-elle doucement. « Vous auriez dû. Je sais, et je veux vous dire que je suis désolé. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Collins. » Les excuses restèrent en suspens entre eux. Lucie regarda le shérif et vit sur son visage la fatigue, la culpabilité. C'était un homme bon, dans l'ensemble, simplement faible, comme beaucoup. « Merci, » dit-elle enfin, de l'avoir dit. Il hocha la tête, remit son chapeau et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna. « Si vous apprenez quoi que ce soit sur cette bague, s'il y a le moindre indice, faites-le moi savoir. Il n'est jamais trop tard pour que justice soit faite. » Quand la porte se referma derrière lui, Lucie s'assit sur une chaise et se couvrit le visage de ses mains. Elle ne pleurait pas. Il n'y avait plus de larmes. Mais le poids sur sa poitrine s'était un peu allégé. Une personne avait reconnu son erreur, c'était déjà quelque chose. Le lendemain, elle se rendit au marché pour faire des provisions. Le marché de Cottonwood se tenait les jeudis et samedis. Les fermiers de toute la région y apportaient des légumes, viande, œufs, farine. Lucie aimait y aller tôt le matin, quand l'air était encore frais, et que les marchands commençaient à peine à déballer leurs marchandises. Elle acheta des pommes de terre, des carottes, des oignons. Elle prit quelques poulets chez le vieux Peterson, qui tenait une ferme à 3 miles au nord. Il lui faisait toujours un bon prix et ne marchandait jamais. Lucie rangeait ses achats dans un grand panier en osier, qui devenait de plus en plus lourd. « Laissez-moi vous aider, » dit une voix dans son dos. Elle se retourna et le vit. Tyler. Il se tenait à quelques pas, tenant son propre panier de provisions. Il avait la même apparence que quelques jours plus tôt, fatigué, mal rasé, vêtu de vêtements de travail usés, qui avaient dû être de bonne qualité, mais avaient un peu connu trop de lessive et de labeur. « Ce n'est pas la peine, » dit-elle sèchement en soulevant son panier. Le poids lui tirait sur l'épaule, mais elle n'en laissa rien paraître. « Et Lucie, attends. » Il fit un pas en avant et elle s'arrêta, uniquement parce que sa voix sonnait différemment. Plus douce peut-être, moins assurée. « Que voulez-vous » Se tourna-t-elle vers lui, tenant le panier à 2 mains. « Parlez. Juste parler. 5 minutes. Nous avons déjà parlé, dans mon café. Vous vous souvenez ? J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. » Non, il secoua la tête. « C'est toi qui as parlé. Pas moi. » Lucie hésita. Les gens au marché commencèrent à les regarder. Des chuchotements parcoururent les rangées. Elle détestait être le centre de l'attention, surtout quand il s'agissait de lui. « D'accord, » dit-elle enfin. 5 minutes, mais pas ici. Ils quittèrent le marché, passèrent devant l'église et s'arrêtèrent près du vieux chêne qui poussait en bordure du cimetière. De là, et on voyait toute la ville. Les petites maisons aux toits penchés, la rue principale avec son saloon et ses magasins, et plus loin, au-delà de la ville, les prairies infinies qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Lucie posa son panier par terre et croisa les bras sur sa poitrine. Elle attendit. Tyler resta silencieux quelques secondes, le regard perdu au loin. Puis il expira et se mit à parler. « J'ai entendu dire que tu avais sauvé Ella Wright. Toute la ville en parle. » Et alors ? Rien. C'est juste, c'était bien, ce que tu as fait. Lucie eut un petit rire sans joie. N'attendez pas de remerciements de ma part pour ce compliment. Je n'en attends pas. Il la regarda, et dans ses yeux gris, il y avait quelque chose qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. De la fatigue, du regret. Je voulais juste dire que je suis fier de ce que tu es devenu. Vous n'avez pas le droit d'être fier de moi, sentit-elle la colère monter en elle. Vous n'avez pas le droit de me dire de telles choses.
Pas après ce que vous avez fait. Je sais. Non, vous ne savez pas. Sa voix monta d'un ton, et elle n'essaya pas de la retenir. Vous m'avez jeté à la rue en plein hiver. Vous ne m'avez pas cru quand je disais la vérité. Vous êtes resté là, silencieux, pendant que votre père me traitait de voleuse. Ce n'est pas mon père, dit Tyler doucement. Peu importe qui il est pour vous. Ce qui compte, c'est que vous m'avez trahi. Il se tut. Ne discuta pas, ne se justifia pas. Il restait là, silencieux, et cela l'énervait encore plus. « Pourquoi » demanda-t-elle, et sa voix trembla malgré elle. « Pourquoi ne m'avez-vous pas cru ? On se parlait. Vous me connaissiez. Vous saviez qui j'étais. Comment avez-vous pu penser que j'étais capable d'une chose pareille ?» Tyler se passa une main sur le visage, et Lucy vit ses doigts trembler. À peine perceptiblement, mais ils tremblaient. « Parce que j'ai été un lâche, » dit-il simplement. « Parce que McCarthy était tout ce que j'avais. Un travail, un toit, un nom, et j'ai eu peur de perdre tout ça, peur de m'opposer à lui. Et vous m'avez sacrifié pour ça. » Oui, il la regarda dans les yeux, et son regard avait une honnêteté si brute que Lucy faillit reculer. Oui, je t'ai sacrifié. Parce que c'était plus simple, parce que tu n'étais personne, et lui était tout. Et je me déteste pour ça chaque maudit jour depuis. Les mots restèrent en suspens. Le vent bruissait dans les feuilles du chêne au-dessus de leur tête. Un chien aboya au loin. Le monde continuait de vivre comme si rien n'avait changé. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose en Lucy avait bougé, bien qu'elle ne sût pas dans quelle direction. « Ça ne change rien à ce qui s'est passé, » dit-elle doucement. « Je sais. Et ça ne veut pas dire que je vous pardonne. Je ne demande pas ton pardon. » Il secoua la tête. « Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches la vérité. Que tu saches que j'avais tort. Complètement, absolument tort. » Lucy prit son panier et lui tourna le dos. « Vos 5 minutes sont écoulées. » Elle retourna vers la ville sans se retourner. Mais elle sentit son regard sur elle jusqu'au bout de la rue. Le ranch de Tyler se trouvait dans la partie est de la vallée, là où la terre était moins fertile et l'herbe plus rare. La maison était petite, 3 pièces seulement, le toit rapiécé, les fenêtres étroites. À côté se trouvait une grange, un enclos pour les chevaux et un petit poulailler. Tout semblait pauvre, modeste, bien loin de l'immense ranch des McCarthy avec sa maison blanche à 2 étages et ses dizaines de bâtiments. Tyler rentra du marché alors que le soleil déclinait. Il détela son cheval, lui donna de l'ao et de l'avoine, le brossa. Puis il rentra le panier de provisions dans la maison et commença à préparer le dîner. Il fit frire du bacon dans une vieille poêle en fonte, fit bouillir de l'eau pour le café. Ses gestes étaient automatiques, rodés par des mois de solitude. Il mangea en silence, assis à la petite table près de la fenêtre. Dehors, le crépuscule s'épaississait, et la prairie se teintait de bleu sombre. Au loin, des coyotes hurlaient, un son solitaire, mélancolique. Tyler pensait à leur conversation. À la façon dont Lucy l'avait regardé, avec une telle fureur, une telle douleur. Il méritait ce regard, méritait chaque mot, chaque accusation. Après le dîner, il sortit sur le porche, s'assit sur les marches et alluma une cigarette. La fumée de tabac montait dans le ciel nocturne, se dissolvant dans l'obscurité. Il fumait rarement, une habitude qui lui restait du temps où il travaillait pour McCarthy et où les cow-boys se rassemblaient le soir autour du feu, partageant des histoires et se passant des cigarettes roulées. Maintenant, il fumait seul, vivait seul, travaillait seul. McCarthy l'avait renvoyé au printemps, 4 mois après l'histoire avec Lucy. La raison était simple. Tyler avait commencé à poser des questions sur la bague, sur qui aurait vraiment pu la voler. Il avait parlé aux domestiques, essayé de savoir si quelqu'un avait vu quelque chose d'étrange ce jour-là.
Et le vieil homme l'avait convoqué dans son bureau et lui avait dit « Tu penses trop à cette fille. Oublie-la, c'est une voleuse, et nous nous en sommes débarrassés. Fin de l'histoire. » Mais Tyler ne pouvait pas oublier. Parce que plus il y pensait, plus il comprenait que quelque chose clochait. Lucie était beaucoup de choses, têtue, fière, trop honnête pour son propre bien. Mais une voleuse? Non. Ça ne lui ressemblait pas. Il continua de creuser et trouva quelque chose d'intéressant. La femme de chambre de Madame McCarthy, Martha, avait disparu une semaine après le renvoi de Lucie. Elle avait simplement fait ses bagages et était partie un beau jour, sans dire au revoir, sans prévenir. Elle avait seulement dit qu'elle allait chez sa sœur dans un autre état. Tyler parla à la cuisinière, qui mentionna en passant d'avoir vu Martha sortir de la chambre de Lucie la veille de la découverte de la bague. Elle dit que cela lui avait semblé étrange, car les femmes de chambre n'entraient généralement pas dans les chambres des autres sans permission. Quand Tyler en parla à McCarthy et proposa de retrouver Martha, le vieil homme explosa. Il lui cria dessus, lui dit qu'il déshonorait la famille, qu'il fouillait dans les sales histoires au lieu de s'occuper de son travail. Puis il prononça les mots que Tyler ne put oublier. « Je me fiche de savoir si elle a volé cette bague ou non. Ma femme voulait que cette fille parte, et elle est partie. C'est tout ce qui compte. » Tyler comprit alors que le vieil homme savait que Lucie était innocente, mais s'en moquait. Sa femme voulait se débarrasser de la jeune servante, et il l'y avait aidé. Le plus simple était d'accuser une fille qui n'avait ni famille, ni relation, ni moyen de se défendre. Tyler partit le jour même. Il fit ses bagages, monta à cheval et s'en alla. Il renonça au nom de McCarthy, reprit celui de sa mère, Hunter, la femme que le vieil homme avait utilisée et jetée quand elle était tombée enceinte. Pendant plusieurs mois, il erra sur le territoire, acceptant n'importe quel travail, gardien de troupeau, réparateur de clôture, dormant à la belle étoile. Il économisa de l'argent, et quand il en eut assez, il retourna à Cottonwood et acheta ce misérable lopin de terre. Il voulait retrouver Lucie, lui dire la vérité, lui demander pardon, s'expliquer. Mais quand il vit son café, quand il la vit derrière son comptoir, assurée, forte, indépendante, il comprit qu'il n'avait pas le droit de faire irruption dans sa vie avec ses justifications. Elle avait construit quelque chose par elle-même, sans lui, sans personne. Et c'était magnifique. Mais il ne pouvait pas rester à l'écart, ne pouvait pas la voir sans essayer, d'une manière ou d'une autre, d'expier sa faute, même si elle ne lui pardonnait jamais, même si elle le haïssait jusqu'à la fin de ses jours. Tyler écrasa sa cigarette dans la poussière, puis il se leva et rentra dans la maison. Il s'allongea sur le lit, tout habillé, et fixa le plafond. Le sommeil ne venait pas. Comme d'habitude, il pensait à elle, à la façon dont elle l'avait regardé aujourd'hui, au fait qu'il avait perdu le droit de la connaître, d'être près d'elle, même de lui parler. Et c'était le prix le plus juste qu'il ait jamais eu à payer. Novembre laissa place à décembre, et avec lui vinrent les premières gelées. Le matin, les fenêtres du café se couvraient d'une fine couche de givre, et le souffle se transformait en nuages de vapeur blanche. Lucie se levait encore plus tôt que d'habitude pour bien allumer le poêle et réchauffer la pièce avant l'arrivée des premiers clients. Le bois crépitait et pétillait, projetant des ombres dansantes sur les murs, et l'odeur de fumée se mêlait à l'arôme du pain frais. Elle aimait ces heures calmes avant l'aube. Elle aimait que la ville dorme encore, enveloppée dans un silence glacial, tandis qu'elle était déjà au travail, pétrissant la pâte, coupant les légumes, préparant tout pour la nouvelle journée. C'était son moment à elle, uniquement à elle. Mais ce matin-là, quelque chose n'allait pas. Quand Lucie sortit sur le porche pour aller chercher du bois dans le bûcher, elle le découvrit plein, à ras-bord. Des bûches soigneusement empilées, fraîchement fendues. Et à côté, près de la porte, se trouvaient 3 sacs, l'un de farine, l'autre de pommes de terre, le troisième de pommes.
Elle regarda autour d'elle. La rue était déserte. Personne. Seulement la trace d'un traîneau qui s'enfonçait dans une ruelle. Lucie prit l'un des sacs et le rentra. La farine était de bonne qualité, blanche, finement moulue, chère. Les pommes de terre étaient grosses, propres. Les pommes rouges, sans une seule tache. Elle savait qui avait fait ça. Elle le savait, mais ne voulait pas l'admettre. Toute la journée, elle travailla comme d'habitude, prenant les commandes, cuisinant, souriant aux clients. Mais ses pensées revenaient à ses sacs, à ce bûcher, à cette trace dans la neige. Ce n'était pas juste. Elle ne voulait pas de son aide, ne voulait pas lui être redevable. Le soir, quand le café se vida, elle enfila son châle par-dessus son manteau, ferma la porte à clé et se dirigea vers l'est. La route était glissante. La neige crissait sous ses bottes. Le vent froid lui cinglait le visage. Mais Lucie marcha sans s'arrêter jusqu'à ce qu'elle aperçoive une lumière à la fenêtre de la petite maison au bout de la vallée. Elle frappa à la porte, sèchement, avec insistance. Tyler ouvrit presque aussitôt, comme s'il l'attendait. En la voyant, il se figea sur le seuil et une expression de surprise mêlée à autre chose traversa son visage. De l'appréhension peut-être. « Lucie, pourquoi avez-vous fait ça ?» Elle ne perdit pas de temps en politesse. Il resta silencieux, la regardant. Puis il s'écarta pour la laisser rentrer. « Il fait froid. Entrez. Répondez à ma question. Entrez, s'il vous plaît. Parlons à l'intérieur. » Lucie hésita, mais le froid la transperçait, et elle franchit le seuil. À l'intérieur, il faisait chaud, le poêle brûlait dans un coin, jetant une lumière orangée sur le mobilier simple. Une table, 2 chaises, un lit contre le mur. Tout était propre mais très modeste, presque pauvre. Tyler ferma la porte et se tourna vers elle. « Un café ? Je n'ai pas besoin de café. J'avais besoin d'une réponse. Pourquoi avez-vous laissé ces choses devant ma porte ?» Il se dirigea vers la table, se versa du café d'une cafetière en fer blanc posée sur le poêle. Il but lentement, comme pour rassembler ses esprits. « Parce que l'hiver approche, dit-il enfin, et j'ai vu que ton bûcher était presque vide. J'ai pensé que je pouvais aider. Je n'ai pas demandé d'aide, je sais. Je n'ai pas besoin de votre aide, je le sais aussi. » Lucie serra les poings dans les poches de son manteau. « Alors pourquoi ? Qu'est-ce que vous essayez de faire ? Acheter mon pardon avec du bois et des sacs de farine. » Non. Il posa sa tasse et la regarda droit dans les yeux. « Je n'essaie rien d'acheter. Je veux juste aider, d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas besoin de votre pitié. » Ce n'est pas de la pitié. Sa voix se fit plus dure. C'est une tentative de faire quelque chose de bien après toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Ils se tenaient face à face, et le silence se tendit entre eux comme une corde. Lucie voyait la fatigue dans ses yeux, voyait comment il vieillissait à vue d'œil. Les rides autour de sa bouche s'étaient creusées, des cernes marquaient ses yeux. Cet homme ne dormait plus correctement depuis longtemps. C'était visible. « Je ne veux pas être votre projet de charité, » dit-elle plus bas. « Je ne veux pas que vous pensiez que quelques bonnes actions rachèteront ce que vous avez fait. » « Je ne le pense pas. » Il secoua la tête. « Rien ne rachètera ça. Jamais. Mais je ne peux pas rester assis à ne rien faire, sachant que je peux aider. » « Pourquoi ?» Elle fit un pas vers lui. « Pourquoi est-ce que ça vous préoccupe ? Il y a ça 1 an, vous vous en fichiez. Qu'est-ce qui a changé ?» Tyler resta silencieux un long moment, si longtemps que Lucie crut qu'il ne répondrait pas. Mais il finit par parler, et sa voix était basse, presque brisée. « Ce qui a changé, c'est que j'ai compris à quel point j'étais aveugle. Ce qui a changé, c'est que j'ai appris la vérité, que c'est Martha qui a mis cette bague, que Madame McCarthy voulait se débarrasser de toi parce que son mari te regardait différemment des autres servantes, et que McCarthy savait tout ça, mais s'en moquait.
Lucie sentit quelque chose de froid se nouer dans sa poitrine. Martha, la femme de chambre. Elle avait toujours été revêche, regardant toujours Lucie avec une sorte de mécontentement étrange. Mais Lucie pensait que c'était juste son caractère. « Comment le savez-vous ? J'ai parlé aux domestiques après ton départ. La cuisinière a vu Martha sortir de ta chambre. Et puis Martha s'est enfuie juste après ton renvoi. Une coïncidence trop commode. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ? Parce que je n'avais pas de preuves. Il passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant. Seulement des suppositions. Et parce que quand je suis revenu à Cottonwood, tu avais déjà construit une nouvelle vie. Je ne voulais pas y faire irruption avec des théories qui ne changeraient rien. Lucie s'assit sur une chaise. Ses jambes étaient soudain devenues cotonneuses. Elle avait donc raison. Elle n'avait pas pris cette bague. Quelqu'un l'avait piégée. Et maintenant, elle savait qui. « Où est Martha maintenant ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Elle est partie au Kansas, chez sa sœur. C'est tout ce que j'ai découvert. » Lucie resta assise en silence, digérant l'information. Une partie d'elle voulait se réjouir, enfin, la preuve de son innocence. Mais une autre partie ne ressentait que de l'amertume. Qu'est-ce que ça changeait ? McCarthy ne reconnaîtrait pas son erreur. Martha était loin. On ne pouvait pas revenir en arrière. J'ai essayé de forcer McCarthy à admettre la vérité, continua Tyler. Mais il a refusé. Il a dit que l'affaire était close et que si je ne me taisais pas, il me mettrait à la porte. Je ne me suis pas tue. Il m'a mise à la porte. Elle leva les yeux vers lui. Vous avez tout perdu à cause de ça. Non, il secoua la tête. J'ai tout perdu le jour où je ne t'ai pas défendu. Le travail, l'argent, la position, ce ne sont que des broutilles. C'est moi que j'ai perdu cette nuit-là. L'homme que je pensais être. Les mots restèrent en suspens. Lucie le regardait et voyait dans ses yeux une telle sincérité, une douleur si à nu, qu'elle en oublia de respirer un instant. Il faut que j'y aille. Elle se leva brusquement, manquant de renverser la chaise. Lucie, merci pour le bois, lança-t-elle sans se retourner. Mais ne recommençait plus. Elle sortit et le froid lui fouetta le visage, la ramenant à la réalité. Elle marcha vite, presque en courant, jusqu'à être loin de sa maison. Ce n'est qu'alors qu'elle s'arrêta, s'appuyant contre un poteau de clôture et fermant les yeux. Elle ne savait pas ce qu'elle ressentait. De la colère, du soulagement, de la tristesse. Tout à la fois, une chose était sûre, plus rien ne serait comme avant. Les jours suivants passèrent comme dans un brouillard. Lucie travaillait mécaniquement, souriait aux clients, cuisinait, nettoyait. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à Martha, à Madame McCarthy, à la facilité avec laquelle la vie d'une personne pouvait être détruite par le caprice d'une autre. Le samedi matin, Sam Carter entra dans le café. Il commanda son petit déjeuner comme d'habitude, mais Lucie remarqua qu'il était agité. Il faisait tourner sa fourchette entre ses doigts, ne touchait pas à sa nourriture, regardait par la fenêtre. « Sam, tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant de sa table. Il sursauta, comme sortant d'une rêverie. « Hein ? Oui, mademoiselle Lucie. Tout va bien. C'est juste, j'ai entendu une conversation au saloon hier soir. » Quelle conversation ? Il hésita, ne voulant visiblement pas continuer. Mais Lucie s'assit en face de lui et le regarda d'un air interrogateur. Ils parlèrent de vous et de Tyler, avoua-t-il enfin. Quelqu'un vous a vu aller à son ranch. Et maintenant, il raconte n'importe quoi. Que vous vous êtes réconciliés, qu'il vous donne de l'argent pour le café. Toutes sortes de bêtises. Lucie sentit la colère familière flamber en elle. Les gens parleront toujours, peu importe de quoi. Je sais. Sam hocha la tête. Je pensais juste que vous devriez le savoir. Au cas où, je dis à tout le monde qu'il raconte des sornettes, que vous êtes la femme la plus honnête de cette ville, et que si quelqu'un ose dire le contraire,
qu'il vienne me voir. Lucy sourit. Et cette fois, le sourire était sincère. Merci, Sam, vraiment. Mais ne vous inquiétez pas. Je suis habitué aux rumeurs. Mais l'inquiétude ne la quitta pas. Toute la journée, elle surprit les regards des clients, entendit des bribes de chuchotement quand ils pensaient qu'elle n'écoutait pas. La ville parlait, encore, comme un an plus tôt. Le soir, alors qu'elle fermait le café et montait chez elle, on frappa à la porte, un coup lourd, assuré. Lucy descendit, une lampe à pétrole à la main, et ouvrit le verrou. Sur le seuil se tenait Tyler. À côté de lui, le vieux McCarthy. L'éleveur avait la même apparence qu'un an plus tôt, cheveux gris, costume cher, une lourde canne à la main. Mais maintenant, Lucy voyait en lui ce qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. La cruauté dans le pli de ses lèvres, la froideur dans ses yeux. « Mademoiselle Collins, » dit McCarthy, la voix neutre, professionnelle. « Puis-je entrer ?» Lucy regarda Tyler. Il se tenait silencieux, le visage de pierre. Mais dans ses yeux, il y avait une supplication. Pourquoi elle ne le comprenait pas? « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda-t-elle en s'adressant au vieil homme. « J'ai une information qui pourrait vous intéresser. » Il tapa sa canne sur le porche. Concernant cet incident d'il y a un an, Lucy s'écarta pour les laisser entrer. McCarthy entra, inspectant la pièce comme s'il évaluait la valeur de chaque objet. Tyler le suivit, ferma la porte et resta près de l'entrée. « Parlez », dit Lucy en croisant les bras. McCarthy sortit une enveloppe de sa poche et la lui tendit. « Une lettre de Martha, mon ancienne femme de chambre. Elle écrit que c'est elle qui a volé la bague et l'a placée dans votre chambre. Elle a agi sur les ordres de ma femme, qui apparemment était jalouse. » Lucy prit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle déplia la feuille, lut les lignes écrites d'une écriture inégale. Une confession, des excuses, une demande de pardon. Pourquoi seulement maintenant? Demanda-t-elle en levant les yeux vers McCarthy. Parce que Tyler l'a retrouvé, le vieil homme fit un signe de tête vers son ancien régisseur. Il a dépensé son dernier sou pour engager un détective. Il l'a trouvé au Kansas et l'a convaincu d'écrire cette lettre. Puis il est venu me voir et a menacé de tout rendre public si je ne reconnaissais pas publiquement que j'avais eu tort. Lucy tourna son regard vers Tyler. Il fixait le sol, la mâchoire serrée. Pourquoi faire ça? Demanda-t-elle doucement à McCarthy. Pourquoi reconnaître une erreur? Parce que je ne veux pas que tout le comté apprenne que ma femme a piégé une innocente par jalousie, répondit-il franchement. C'est mauvais pour la réputation. Et parce que Tyler, malgré tout, reste mon fils. Illégitime, mais mon fils. Et je ne veux pas rompre définitivement les ponts avec lui. Vous n'avez jamais eu de relation, dit brusquement Tyler. Et Lucy entendit pour la première fois une vraie colère dans sa voix. Vous aviez des arrangements. Je travaillais, vous payiez. C'est tout. McCarthy ne dit rien, mais quelque chose vacilla dans ses yeux. De la douleur, peut-être. Ou du regret. Demain, je publierai une déclaration dans le journal, dit-il en s'adressant à Lucy. Je reconnaîtrai que vous étiez innocente. Je présenterai des excuses publiques. C'est tout ce que je peux faire. Ça ne me rendra pas mon année perdue, dit-elle. Non, ça ne la rendra pas. Mais peut-être que ça vous rendra votre nom. Il se tourna et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta. Tyler, tu viens... Non. Celui-ci secoua la tête. J'en ai fini ici, avec vous. McCarthy hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse, et sortit. La porte se referma derrière lui, et Lucy se retrouva seule avec Tyler. Elle regardait la lettre dans ses mains. Le papier était froissé, l'encre bavée par endroits, comme si des larmes étaient tombées dessus. « Vous avez dépensé votre dernier sou, » dit-elle, « pour la retrouver. »« Oui. Pourquoi ?» Tyler leva les yeux sur elle, et dans ses prunelles grises, il y avait tant d'émotions que Lucy ne pouvait toutes les déchiffrer.
Parce que tu méritais la vérité. Tu méritais que tout le monde sache que tu n'étais pas une voleuse, que tu ne l'avais jamais été. Lucie replia la lettre dans l'enveloppe. Ses mains tremblaient encore. « Merci », murmura-t-elle. « Il n'y a pas de quoi me remercier. J'aurais dû le faire il y a 1 an. » Il se tourna pour partir, mais Lucie l'appela. « Tyler. » Il s'arrêta sans se retourner. « Je ne peux toujours pas vous pardonner. Pas maintenant, peut-être jamais. » Je sais. Sa voix était basse. Et c'est juste. Il sortit, et Lucie resta seule dans le café vide, tenant entre ses mains la preuve de son innocence et sentant quelque chose en elle commencer lentement, très lentement, à dégeler. La déclaration de McCarthy parut dans le journal du dimanche. Lucie n'acheta pas le journal elle-même. Madame Hanson le lui apporta le matin, avant même l'ouverture du café, le posa sur le comptoir et attendit en silence que Lucie le lise. L'article était en 2e page, imprimé en gros caractères sous le titre « Démenti des accusations ». McCarthy écrivait de manière sèche, professionnelle, sans émotion superflue. Il reconnaissait avoir accusé à tort Mademoiselle Lucy Collins de vol 1 an plus tôt. Il expliquait que la véritable coupable était la femme de chambre Martha Wilson, agissant sur ordre d'une autre personne. Il présentait ses excuses pour les désagréments causés et le préjudice porté à sa réputation. Des désagréments, comme s'il lui avait accidentellement marché sur le pied en dansant. Lucie plia le journal et le reposa sur le comptoir. À l'intérieur, ni soulagement, ni joie. Seulement le vide. Un vide froid et gris. « Eh bien voilà, » dit doucement Madame Hanson. « Maintenant, tout le monde saura. »« Oui, » répondit Lucie. « Maintenant, ils sauront. » À midi, tout Cottonwood ne parlait que de ça. Les gens entraient dans le café non seulement pour manger, mais aussi pour exprimer leur soutien, s'excuser, dire qu'ils avaient toujours su qu'elle était innocente. Lucie écoutait, hochait la tête, remerciait. Mais chaque excuse était ressentie comme un coup, car où étaient ces gens 1 an plus tôt? Où étaient-ils quand on la jetait dans le froid? Seul le docteur Wells l'avait cru à l'époque, et il n'était plus là. Le père Michael passa le soir, quand il ne restait presque plus de clients. Il s'assit à une table près de la fenêtre et demanda une tasse de thé. Lucie la lui apporta, et le prêtre l'invita d'un geste à s'asseoir en face de lui. « Comment vous sentez-vous, ma fille ?» demanda-t-il avec une sollicitude sincère dans la voix. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Je devrais me réjouir, je suppose. La vérité a triomphé. Tout le monde sait maintenant que je ne suis pas une voleuse. Mais je ne ressens rien. C'est normal. » Il hocha la tête, en serrant la tasse de ses 2 mains. La justice est arrivée trop tard, et elle ne peut pas rendre ce qui a été perdu. Alors à quoi sert-elle? Parce que la vérité est importante. Pas pour le passé, on ne peut pas le changer, mais pour l'avenir. Maintenant, vous pouvez vivre sans porter ce fardeau, sans avoir à prouver chaque jour que vous êtes digne de confiance. Lucie réfléchit à ces paroles. Peut-être avait-il raison. Peut-être que cela changeait vraiment quelque chose. Père Michael, elle le regarda. Comment pardonner à quelqu'un qui vous a trahi, même s'il essaie d'expier sa faute? Le prêtre sourit doucement. Le pardon n'est pas une décision instantanée, mon enfant. C'est un chemin. Parfois long et douloureux. Et il ne commence pas par oublier la douleur, mais par décider de ne plus la laisser gouverner votre vie. Il but son thé, la bénit et partit. Lucie resta assise dans la salle vide, regardant par la fenêtre. Dehors. La neige tombait, de gros flocons lents qui recouvraient dans les rues d'un manteau blanc. L'hiver était définitivement arrivé. Les jours suivants furent étranges. Les gens regardaient monter Lucie différemment, avec respect, avec culpabilité, avec quelque chose qui ressemblait à de la vénération. Certains laissaient de l'argent sur la table, plus que le montant de la note. D'autres apportaient Nantes des cadeaux, un pot de confiture maison, des gantances tricotées, des bougies. Un fermier amena une vache devant sa porte et dit que c'était pour payer tous les petits déjeuners,
qu'il avait pris à crédit. Lucie refusa, mais il insista, et maintenant elle avait peur. Elle avait une vache qu'il fallait loger et traire quelque part. Sam Carter et son frère construisirent un petit enclos pour la vache derrière le café. Ils travaillèrent toute la journée, refusant d'être payés. Ils disaient que c'était juste la bonne chose à faire, aider. Lucie les observait depuis le porche, émitouflée dans son châle. La neige continuait de tomber, et le monde semblait silencieux, assourdi, comme recouvert de coton. « Merci, » dit-elle quand ils eurent terminé. « De rien, mademoiselle Lucie. » Will secoua la neige de son chapeau. « Vous avez beaucoup fait pour nous. Ce n'est pas grand-chose. » Quand ils furent en partie, Lucie entra dans l'enclos et caressa le flanc chaud de la vache. L'animal meugla de contentement en mâchant du foin. Un bonheur simple, ordinaire. Le soir, après avoir nourri la vache et fermé le café, Lucie monta chez elle et trouva un petit paquet sur le rebord de la fenêtre. Elle n'avait entendu personne monter, mais le paquet était là, soigneusement enveloppé dans un tissu grossier. À l'intérieur se trouvait un livre. Vieux, usé, mais avec une belle reliure. Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Sur la page de garde, d'une écriture maladroite, était écrit « Pour ceux qui n'abandonnent pas ». Lucie connaissait cette écriture. Tyler. Elle s'assit sur le bord du lit, le livre entre les mains, et ouvrit la première page. Elle lisait lentement, attentivement, et les mots l'emportaient loin de sa petite chambre, au-dessus du café, dans un autre monde, où des jeunes femmes aussi traversaient dans des épreuves, et finissaient par se trouver. Quand l'horloge sonna minuit, Lucie ferma le livre et le posa sur sa table de chevet. Puis elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. La rue était déserte. Seule la neige tombait, sans fin. Quelque part là-bas, dans l'obscurité, se trouvait son ranch. Quelque part là-bas, il était assis dans sa petite maison et, peut-être, ne dormait pas non plus. La semaine avant Noël fut froide et neigeuse. Lucie cuisinait plus que d'habitude, des tourtes de fête, de la dinde rôtie, des biscuits au gingembre. Le café s'emplissait d'odeurs de cannelle et de clous de girofle, et les clients restaient plus longtemps, se réchauffant près du poêle, échangeant des nouvelles. Le mercredi soir, alors que le dernier client était parti, Lucie entendit frapper à la porte de derrière, celle qui donnait sur la cour. Elle s'essuya les mains sur son tablier et ouvrit. Sur le seuil se tenait Tyler. Il tenait un paquet sous le bras, et son visage trahissait une certaine incertitude. « Désolé d'être si tard, » dit-il, « mais j'ai pensé, tu n'as pas de sapin. » Il déballa le paquet, et Lucie vit un petit pain, frais, aux aiguilles couvertes de givre. « Je l'ai coupé ce matin, » continua-t-il. « Il y a toute une plantation sur le versant est. J'ai pensé qu'il serait bien dans le café, pour les clients, et pour toi. » Lucie regarda l'arbre, puis lui. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'enfantin, d'espérant. « Rentre-le, » dit-elle doucement. Tyler apporta le sapin à l'intérieur, l'installa dans un coin de la salle, près du poêle. L'arbre n'était pas très grand, mais touffu, magnifique. L'odeur de pain emplit instantanément la pièce. « Tu as des décorations ?» demanda-t-il. « Non, je n'ai pas eu le temps. »« On peut en fabriquer. » Il regarda autour de lui, comme en quête d'inspiration. « Tu as du tissu, du fil ?» Ils travaillèrent en silence. Tyler découpait des flocons de neige dans de vieux journaux. Lucie cousait de petites étoiles en tissu, les rembourrant de coton. Il était maladroit avec une aiguille, se piquait les doigts, jurait à voix basse. Elle se mit à rire, pour la première fois depuis longtemps, un rire léger, sans amertume. « Tu as toujours été maladroit pour les petits travaux ?» dit-elle en lui reprenant une étoile qu'il avait presque défigurée, avec des points de couture tordus. « Mes mains sont faites pour autre chose. » Il sourit en se frottant le doigt piqué. « Pour les cordes, les selles, les marteaux. Pas pour ça. Mais tu essayes. J'essaye. » Ils accrochèrent les décorations aux branches, et le sapin prit vie.
simple, fait maison, mais beau. Lucie recula d'un pas pour l'admirer. « Merci, dit-elle. De rien. » Ils se tenaient côte à côte, épaule contre l'épaule, et regardaient l'arbre. Le silence était doux, presque confortable. Lucie sentait la chaleur qui émanait de lui, l'odeur de tabac et de neige sur ses vêtements. « Comment va ton ranch ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Tu t'en sors. »« À peine, » soupira-t-il. « La terre est ingrate, le bétail peu nombreux. Mais je ne lâche pas. J'apprendrai. Tu as toujours été têtu. Toi aussi. » Lucie tourna la tête et le regarda. Il la regardait, et dans ses yeux, il y avait tant de choses qu'elle en eut le souffle coupé. De la douleur, de l'espoir, quelque chose de tendre et de désespéré à la fois. « Tyler, je sais. » Il détourna rapidement le regard. « Tu n'as rien à dire. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu aies un sapin. C'est tout. » Il se dirigea vers la porte, mais Lucie l'appela. « Attends. » Il s'arrêta sans se retourner. « Reste pour un thé, s'il te plaît. » Tyler se retourna lentement. La surprise se lisait dans ses yeux. « Tu es sûr ?»« Non, avoua-t-elle. Mais un thé, ce n'est qu'un thé. Rien de plus. » Ils s'assirent à une table près de la fenêtre. Lucie prépara un thé noir fort, sortit les biscuits au gingembre qu'elle avait fait dans la journée. Tyler mangeait lentement, comme s'il craignait que tout ne disparaisse s'il faisait un mouvement de trop. « Tu cuisines bien, dit-il. Tu as toujours bien cuisiné. C'est à ma mère qui m'a appris, avant de mourir. Parle-moi d'elle. » Et Lucie raconta. Sa mère, qui était blanchisseuse, travaillant jusqu'à l'épuisement pour nourrir sa fille, qui lui avait appris à cuisiner, à coudre, à être forte, qui était morte de la fièvre quand Lucie avait 16 ans, la laissant complètement seule. Tyler écoutait sans l'interrompre. Puis il raconta son histoire. Sa mère, que McCarthy avait utilisée et jetée en apprenant qu'elle était enceinte. Comment il avait grandi dans un orphelinat jusqu'à ce que McCarthy le reprenne à 10 ans, non par amour, mais par devoir. Comment qu'il avait passé sa vie à essayer de prouver au vieil homme qu'il était digne de porter son nom. Et j'ai fini par comprendre que je n'en avais pas besoin, conclut-il. Le nom de ma mère n'est pas moins bien. Hunter. J'aime bien comment ça sonne. Moi aussi, dit doucement Lucie. Ils finirent sur leur thé en silence. Puis Tyler se leva, mit son chapeau. Il faut que j'y aille. Merci pour le thé. Merci pour le sapin. Il atteignit la porte, posa la main sur la poignée, mais ne l'ouvrit pas. Il resta ainsi quelques secondes, le dos tourné. « Lucie, dit-il sans se retourner, je ne te demande pas de me pardonner. Mais si un jour tu décides que tu peux me donner une chance, j'attendrai, le temps qu'il faudra. » Il sortit sans attendre de réponse. Lucie resta assise à la table, fixant la porte vide. Quelque chose bougeait en elle, pas le pardon, non. Elle ne pouvait pas encore pardonner. Mais autre chose. Quelque chose qui ressemblait à une possibilité. Noël arriva tranquillement. Lucie ouvrit le café le jour de la fête. Beaucoup en ville étaient seuls et n'avaient nulle part où aller. Elle prépara de la dinde rôtie, de la purée de pommes de terre, de la sausago canneberge, des tourtes. Elle nourrit tout le monde gratuitement. C'était son cadeau à la ville. Le café était plein. Des rires, des conversations, l'odeur de la nourriture. Les gens chantaient des cantiques de Noël. Les enfants couraient entre les tables. Lucie travaillait sans relâche, mais ne ressentait pas de fatigue. Plutôt quelque chose de chaleureux, de presque heureux. Quand tout le monde fut parti et qu'elle commença à nettoyer, la porte s'ouvrit une dernière fois. Tyler. Il tenait un paquet enveloppé dans du papier journal. « Je sais que je n'aurais pas dû venir, » dit-il rapidement. « Mais c'est Noël et je ne pouvais pas... Tiens. » Il lui tendit le paquet et sortit presque en courant, sans attendre sa réaction. Lucie déplia le papier. À l'intérieur se trouvait un châle, chaud, doux, tricoté en laine, d'un beau bleu,
de la même teinte que ses yeux. Le travail était inégal, les mailles de taille étaient différentes. Mais on voyait que la personne avait essayé, vraiment essayé. Une note était attachée au châle, pour que tu aies chaud. Désolé pour les mailles tordues. Madame Hanson m'a appris, mais je suis un mauvais élève. Lucie jeta le châle sur ses épaules. Il était doux, chaud, sentait la laine de mouton et autre chose. De l'attention, peut-être? Elle s'approcha de la fenêtre et regarda dehors. Tyler marchait dans la rue enneigée, courbé contre le vent, une silhouette solitaire dans un monde blanc. Lucie ouvrit grand la porte et cria « Tyler !» Il s'arrêta, se retourna. « Merci !» Sa voix traversa la rue déserte. « Il est magnifique !» Il ne répondit pas. Il se contenta de hocher la tête et de continuer son chemin. Mais Lucie vit comment sa démarche avait changé. Elle était devenue plus légère, plus assurée. Elle ferma la porte et pressa le châle contre son visage. Quelque chose se brisait en elle. Lentement, douloureusement, mais ça se brisait. Les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur commençaient à se fissurer. Et elle n'était plus sûre de vouloir l'arrêter. Janvier arriva avec des blizzards. La neige tomba pendant 3 jours d'affilée, bloquant les routes, ensevelissant les maisons jusqu'aux fenêtres. Le vent hurlait comme une bête blessée, s'infiltrant dans chaque fissure, et même le poêle du café peinait à combattre le froid. Lucie se levait la nuit pour rajouter du bois, amitouflée dans ce châle bleu que Tyler lui avait offert. Elle le portait constamment maintenant, et la laine devenait de plus en plus douce chaque jour, s'imprégnant de l'odeur de cannelle et de pain du café. Il y avait peu de clients qui s'aventureraient dans de tels congères. Seuls venaient ceux qui habitaient à proximité, et le vieux Josh, qui ne semblait craindre ni le gel, ni le blizzard, ni le diable lui-même. « À mon âge, mademoiselle Lucie, » disait-il assis près du poêle avec une tasse de café chaud, « j'ai vu des blizzards bien pires. En 52, on a été bloqué toute une semaine dans les montagnes. On mangeait le cuir de nos bottes pour survivre. Et maintenant, quoi? Une petite neigeotte. » Lucie souriait en écoutant ces histoires. Elle l'aidait à ne pas penser à la difficulté de la situation pour ceux qui vivaient hors de la ville. Les fermiers des ranchs isolés. Des gens comme Tyler. Elle ne l'avait pas vu depuis Noël. 2 semaines s'étaient écoulées. Au début, elle pensait qu'il lui laissait simplement de l'espace, ne voulait pas la presser. Mais ensuite, les blizzards avaient commencé, et l'inquiétude s'était glissée dans son cœur. Son ranch était à 5 miles de la ville. S'y rendre par un temps pareil, c'était risquer sa vie. Le 4e jour, le blizzard se calma. Le ciel s'éclaircit et le soleil brilla d'un éclat aveuglant sur la neige blanche. Lucie ouvrit le café comme d'habitude, mais travaillait distraitement, jetant constamment des coups d'œil par la fenêtre. À midi, Tommy Wright arriva en courant, le visage rouge de froid et de course, les yeux écarquillés. « Mademoiselle Collins, j'ai besoin de votre aide. C'est encore Ella. Elle ne va pas bien. Elle a de la fièvre. Le docteur n'arrivera que demain. Les routes sont bloquées. S'il vous plaît. » Lucie n'hésita pas. Elle attrapa le sac de médicaments et de bandages qu'elle gardait toujours près depuis son travail avec le docteur Wells, enfila son manteau et son châle. Ils coururent presque dans la rue, s'enfonçant dans les congères. Ella était allongée dans son lit, pâle et tremblante. La fièvre était forte, la respiration rapide. Lucie l'examina, palpa ses ganglions lymphatiques, écouta sa poitrine. Une pneumonie. Pas mortelle si on agissait vite, mais dangereuse. Elle passa toute la journée et la nuit chez les Wright, appliquant des compresses, donnant des décoctions, surveillant la température. Tommy ne quittait pas sa femme, lui tenant la main, lui murmurant des mots apaisants. Lucie les regardait et ressentait une étrange douleur dans la poitrine. Voilà à quoi ressemblait l'amour. Le vrai, pas celui des romans. Quand on est prêt à ne pas dormir, à ne pas manger, juste pour que l'être aimé soit là,
Au matin, Ella allait mieux. La fièvre l'était tombée, sa respiration s'était régularisée. Elle ouvrit les yeux et sourit faiblement. « Vous m'avez encore sauvé, » murmura-t-elle. « Reposez-vous. » Lucie ajusta la couverture. « Et plus de bêtises. Prenez soin de vous, vous entendez ?» Tommy la raccompagna jusqu'à la porte et, avant qu'elle ne parte, il dit « Vous êtes un ange, mademoiselle Collins, un véritable ange. » Lucie retournait vers la ville, le soleil du matin lui aveuglant les yeux. La neige crissait sous ses pieds, l'air était glacial et pur. Elle sentait la fatigue dans tout son corps, mais aussi autre chose, de la satisfaction. Elle avait aidé, encore une fois. Quand elle arriva au café, le shérif Danvers l'attendait devant la porte. Son visage était grave. « Mademoiselle Collins, nous avons besoin de votre aide. Mackenzie a envoyé un homme. Une de ses granges s'est effondrée sur son ranch. 3 ouvriers sont coincés. L'un est grièvement blessé. Le docteur ne peut toujours pas arriver de Middleton. Vous venez ? Bien sûr. Donnez-moi 1 minute pour me préparer. » Elle monta dans sa chambre, prit tout le nécessaire, enfila des vêtements plus chauds. En descendant, elle vit que le shérif avait préparé un traîneau avec des chevaux. Ils allèrent aussi vite que les congères le permettaient. La route était difficile. Les chevaux renaclaient et peinaient, tirant le traîneau à travers la neige profonde. Lucie regardait l'étendue blanche et infinie de la prairie et pensait à la facilité avec laquelle un homme pouvait se perdre dans ce vaste monde, disparaître sans laisser de traces. Le ranch des Mackenzie était grand, bien entretenu. Mais en ce moment, c'était le chaos. Des hommes déblayés en la neige, dégagés aux les décombres. Le mur d'une des granges s'était effondré sous le poids de la neige. Lucie se précipita vers les blessés. 2 étaient inconscients, avec des contusions et des coupures. Le 3e, un jeune d'une 20aine d'années, était inconscient. Une jambe cassée, du sang sur le visage. Elle travailla vite, avec assurance, faisant ce que le docteur Wells lui avait appris. Arrêter l'hémorragie, poser une attelle, administrer des médicaments. « Il va s'en sortir ?» demanda Mackenzie, debout au-dessus d'elle. « S'il a de la chance et qu'il n'y a pas d'infection, » répondit-elle sans lever la tête. « Mais il a besoin d'un vrai docteur. Le plus vite possible. Je vais envoyer des hommes déblayer la route jusqu'à Middleton. Ils y arriveront. » Lucie finit avec les blessés et se redressa, s'essuyant les mains. C'est alors seulement qu'elle remarqua, au bout de la cour, une silhouette familière. Tyler. Il était en vêtements de travail, couvert de neige et de poussière, une pelle à la main. Il avait donc aidé à déblayer les décombres, lui aussi. Leurs regards qui se croisèrent à travers la cour. Il ne s'approcha pas. Il resta là à la regarder, et dans ses yeux, il y avait du soulagement. Elle était vivante. Elle était là. Elle aidait. Mackenzie suivit son regard et sourit. Un entêté. Il est venu aider, même si je ne l'ai pas appelé. Il a travaillé comme les autres, sans se ménager. Il est comme ça, dit doucement Lucie. Oui, comme ça. Un idiot, mais un idiot honnête. Le soir, quand la route vers Middleton fut enfin dégagée et que le docteur arriva, Lucie se prépara à repartir. Le shérif était occupé à coordonner les travaux et lui dit qu'elle pouvait prendre un des chevaux de Mackenzie. Mais quand elle sortit vers l'écurie, Tyler sellait déjà 2 chevaux. « Je te raccompagne, » dit-il, sans laisser de place à la discussion. « La route est dangereuse. Il fait nuit. » Lucie voulait refuser. Dire qu'elle se débrouillerait seule. Mais la vérité, c'est qu'elle avait peur de traverser seule la prairie enneigée au crépuscule, et que sa présence à ses côtés lui semblait juste. « D'accord, » dit-elle simplement. Ils chevauchèrent lentement, en silence. Le crépuscule s'épaississait, colorant la neige de teintes bleues et violettes. Les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel, une par une, brillantes et froides. « Tu as été incroyable aujourd'hui, » rompit le silence Tyler. « La façon dont tu as soigné les blessés, tu as sauvé la vie de ce gamin. » « J'ai juste fait ce que je sais faire.
Non. Tu as fait plus, beaucoup plus. Lucie garda le silence, regardant la route devant elle. La neige recommença à tomber, de légers flocons tourbillonnant lentement dans l'air. « Tyler ?» dit-elle enfin. « Pourquoi as-tu aidé Mackenzie ? Il t'a renvoyé, t'a renié. Parce que des gens avaient besoin d'aide, » répondit-il simplement. Peu importe qui est leur patron, ce qui compte, c'est qu'ils auraient pu mourir si personne n'était venu. Tu as risqué ta vie. Le mur aurait pu s'effondrer à nouveau. Il aurait pu. Il ne l'a pas fait. Ils continuèrent, et Lucie pensait à ces paroles. Au fait qu'il avait risqué sa vie pour des gens à qui il ne devait rien. Qu'il était venu aider un homme qui lui avait causé tant de douleur. « Je lis le livre, » dit-elle soudain. « Celui que tu m'as offert. » Jane Eyre. Et alors, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a beaucoup souffert, mais qui ne s'est pas brisée, elle s'est trouvée. Comme toi. Lucie tourna la tête et le regarda. Dans la faible lumière du crépuscule, son visage était grave, fatigué, mais quelque chose de chaleureux brillait dans ses yeux. « Tyler, j'y ai beaucoup pensé, à ce qui s'est passé, à ce que tu as fait ensuite. Et je ne sais pas si j'arriverai un jour à oublier cette douleur, mais je pense que je suis prête à essayer de pardonner. » Il tira brusquement sur les rênes, et son cheval s'arrêta. Lucie s'arrêta aussi. Ils étaient assis sur leurs chevaux, au milieu de la route enneigée, et la neige tombait autour d'eux, silencieuse, infinie. « Tu le penses vraiment ?» Sa voix était rauque. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Peut-être que demain je changerai d'avis. Peut-être que dans une semaine je te détesterai à nouveau. Mais aujourd'hui, maintenant, je suis prête à essayer. » Tyler mit pied à terre et s'approcha de son cheval. Il lui tendit la main pour l'aider à descendre. Quand ses pieds touchèrent dans le sol, il ne lâcha pas sa main. Il la tenait simplement, et Lucie sentait la chaleur de sa paume, même à travers son gant. « Je n'en demande pas plus, » dit-il doucement. « Donne-moi juste une seule chance de prouver que je ne suis pas l'homme que j'étais il y a 1 an, que je peux être meilleur. »« Une seule chance, » répéta-t-elle. « Il n'y en aura pas d'autre. Ça me suffit. » Ils restèrent ainsi sous la neige qui tombait, et le monde autour était silencieux, blanc, muet, comme s'il n'existait personne d'autre que d'eux. Lucie regarda dans ses yeux gris et y vit ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant. De l'espoir, un espoir réel, vivant. « J'ai froid, » dit-elle. « Allons-y. » Ils remontèrent à cheval et reprirent leur chemin. Mais quelque chose avait changé. Le mur invisible entre eux était devenu plus fin, plus transparent. Il n'avait pas disparu complètement, non, ce serait trop simple. Mais il laissait passer la lumière. 1 semaine plus tard, Tyler commença à venir au café le matin. Pas tous les jours, seulement quand le travail au ranch le permettait. Il commandait un petit déjeuner, mangeait en silence, payait le prix plein, n'essayait pas de lui parler plus que nécessaire, ne s'imposait pas. Il était juste là. Lucie l'observait du coin de l'œil. Remarquez les petits détails. Comment il laissait toujours un pourboire, même quand il était clair que son argent se faisait rare. Comment il aidait le vieux Josh à porter son bois jusqu'à chez lui. Comment un jour il était resté après la fermeture pour réparer la porte qui grinçait et que Lucie se promettait de réparer depuis 1 mois. « Ce n'était pas nécessaire, » dit-elle quand il eut terminé. Mais je voulais le faire. Février apporta le dégel. La neige commença à fondre, se transformant en boue et en flaques. Les routes redevinrent praticables, et la vie à Cottonwood reprit son cours normal. Les fermiers apportaient de nouveau leurs produits au marché, les commerçants ouvraient leurs boutiques, les enfants couraient dans les rues. Lucie se tenait à la fenêtre du café, regardant la ville, et pensait à tout ce qui avait changé en 1 an. Comment elle était arrivée ici brisée, sans un sou,
avec l'étiquette d'une voleuse. Et comment maintenant elle avait sa propre affaire, et sa propre affaire, le respect des gens, un avenir. Et un homme qui attendait, patiemment, sans exigence, attendant simplement qu'elle soit prête. La porte s'ouvrit, et Tyler entra. Il retira son chapeau, secoua l'os au halo de son manteau. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit-elle, et pour la première fois depuis longtemps, elle lui sourit. Pas poliment, pas formellement, vraiment. Il se figea en voyant ce sourire. Puis il sourit lentement à son tour, et quelque chose de vif, de vivant, s'alluma dans ses yeux. « Un café ?» demanda Lucie. « Oui. Et ta tarte aux pommes, s'il en reste. » Et il en reste. « J'en ai mis une part de côté spécialement pour toi. » Elle apporta la commande et s'assit en face de lui. Sans un mot, elle s'assit simplement. Tyler la regarda, surpris. « Parle-moi de ton ranch, demanda-t-elle. Comment ça va ?» Et il raconta. La difficulté de travailler seul, la terre ingrate, mais il ne baissait pas les bras. Ses projets d'acheter quelques têtes de bétail au printemps. Son rêve de faire un jour de cet endroit un vrai foyer. Lucie écoutait et imaginait. Une petite maison au bout de la vallée. Un jardin peut-être. Un potager. Une vie simple, tranquille, mais honnête. « Ça a l'air bien, dit-elle. Ce serait encore mieux s'il y avait quelqu'un d'autre. Pas seulement moi. » Il ne la regardait pas en disant cela. Il regardait sa tasse de café, la faisant tourner entre ses mains. « Peut-être un jour, dit doucement Lucie. Pas maintenant, mais un jour. » Il leva les yeux sur elle, et il y avait une telle gratitude, un tel soulagement dans son regard, que Lucie en eut le souffle coupé. « Un jour, répéta-t-il, j'attendrai. » Le printemps arriva lentement, mais sûrement. La neige fondit complètement, dévoilant la terre brune. Les premières pousses vertes percèrent en la boue. Les oiseaux revinrent du sud, emplissant l'air de leurs chants. Le monde se réveillait, reprenait vie. Lucie se tenait sur le porche du café, respirant l'air frais. Ça sentait la chair de fonte, la terre, la promesse de quelque chose de nouveau. Elle s'enlaça de ses bras, et le châle bleu, qu'elle portait toujours, lui réchauffait les épaules. Un cavalier passait dans la rue. Tyler. Il la vit et souleva son chapeau en guise de salut. Lucie lui fit un signe de la main en retour. Il ne s'arrêta pas. Il passa simplement se dirigeant vers son ranch. Mais dans la façon dont il la regarda, il y avait tout. L'espoir, la patience, un amour qui attendait son heure. Lucie rentra et prit le livre sur l'étagère. Jane Eyre. Elle l'ouvrit à la dernière page, où l'héroïne trouve enfin le bonheur après toutes ces épreuves. Non pas parce qu'elle a oublié la douleur, mais parce qu'elle a appris à vivre avec et à aller de l'avant. Peut-être était-ce aussi son chemin. Peut-être qu'un jour, elle aussi trouverait son bonheur. Pas maintenant, pas demain, mais un jour. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de bandes oranges et roses. Quelque part dans la prairie, les premières fleurs du printemps éclosaient. Quelque part, les coyotes entamaient leur chant du soir. Et quelque part, dans une petite maison au bout de la vallée, un homme regardait le coucher du soleil et pensait à la femme qui lui avait donné une seconde chance. Lucie ferma le livre et le reposa sur l'étagère. Puis elle alluma les lampes du café, une par une, et la lumière se répandit dans la salle, chaude, accueillante, promettant que demain serait un nouveau jour. Et ce que ce nouveau jour apporterait, personne ne le savait. Mais Lucy Collins n'avait plus peur de l'avenir. Elle avait traversé le feu sans se brûler, traversé le froid sans geler. Elle avait survécu, et maintenant, elle était prête à vivre, vraiment vivre.